Bienvenue à cette nouvelle interview CIO, une série d'entretiens avec des responsables IT romans qui nous permet d'aborder la question de la transformation numérique de façon concrète et dans les secteurs particuliers. Alors, cette série d'interviews, elle est une initiative d'ICT Journal, elle est soutenue par Alpacity et par Finova. Je suis Rodolphe Koller, rédacteur en chef d'ICT Journal, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marc Besson, CIO de l'IMAD, et Amandine Pellizzari, consultante chez Redsun. Bienvenue. Merci. Merci. Alors pour commencer, Marc, on va parler un peu de l'IMAD. Peut-être que les Genevois connaissent très bien cette institution, mais comme on s'adresse à toute la Suisse romande, alors c'est quoi l'IMAD? Et puis aussi, depuis quand vous avez cette fonction de responsable IT? L'IMAD est l'institution de maintien à domicile à Genève qui s'occupe en fait de maintenir à domicile les populations de tous âges, mais principalement les personnes âgées. On soutient actuellement 18 000 personnes de manière hebdomadaire, donc 18 000 Genevoises et Genevoises pour leur permettre de rester le plus longtemps possible dans de bonnes conditions à domicile. C'est 2800 collaborateurs qui s'activent au quotidien pour apporter des soins, de la nutrition, puisqu'on livre 500 000 repas par année à peu près, et ainsi qu'une palette de services qui vont jusqu'aux téléalarmes, puisqu'on a 6500 personnes qui ont des téléalarmes à Genève et que l'on sécurise dans leur quotidien et dans leur domicile. D'accord, donc plein de métiers différents. 170 métiers à peu près au sein de l'IMAD. Et puis vous, ça fait depuis combien de temps que vous êtes à l'IMAD? J'ai rejoint l'IMAD en septembre 2021 pour reprendre un nouveau poste créé de directeur des systèmes d'information qui était rattaché à la direction générale, qui était une grande nouveauté et qui m'a permis de conduire dans les 3 dernières années un grand projet de transformation numérique de l'institution. Alors, qu'est-ce qui a donné lieu à... C'est quoi ce projet de transformation et d'où ça vient? Ce projet de transformation a débuté en 2017, puisqu'IMAD a fait le constat qu'il était nécessaire de numériser les soins. Mais au-delà de numériser, l'idée, c'était vraiment de faire une vraie transformation digitale. C'était pas de prendre un processus et de dire on va l'informatiser, c'est pas ce qui nous intéressait. On voulait vraiment transformer l'institution. Le projet a fait l'objet d'un projet de loi, d'une loi qui nous a donné des moyens et des ressources. Le projet a démarré en 2018. On a fait certains travaux de fondement, certains travaux technologiques en 2018-2019. Et puis, début 2020, comme vous le savez, on a eu une crise Covid. Oui. L'ensemble du projet s'est arrêté à tel point que mes équipes IT, les business analysts, les chefs de projet, ont été livrés des repas. On est passé à plus 150% de livraison de repas du jour au lendemain, à peu de choses près pendant la crise Covid. Ils n'avaient pas de compétences de soins, mais ils avaient des compétences de savoir marcher, savoir prendre un vélo. Donc une partie de mes équipes IT, pendant 2 ans, ont été livrés des repas quand c'était nécessaire. Donc on s'est vraiment arrêté avec ce projet. Et puis quand je suis arrivé en 2021, c'était on va dire une pause dans la crise Covid, puisqu'on a eu quelques épisodes supplémentaires, et on a fait le bilan de ce projet pour voir comment est-ce qu'il fallait le configurer, comment est-ce qu'on pouvait l'amener vers l'utilisateur. C'était un moment charnière dans ce projet. On avait bouclé les parties techniques. Les parties techniques, c'était mettre en place des EAI, mettre en place des solutions d'identity management, mettre en place un système d'archivage sécurisé et certifié. Ça, c'était vraiment les briques fondamentales qu'on a mis en place. À partir de ce moment-là, en fait, on a voulu communiquer vers les utilisateurs, on a voulu projeter ce projet. C'était plus un projet technique parce que parler de briques EAI, IAM, SAE, un utilisateur final et une infirmière qui délivre des soins, c'est pas très audible. Et ce projet avait pour objectif d'apporter de la valeur ajoutée à l'utilisateur final chez nous, voire même à nos clients. Et en fait, on a relié ça à la stratégie d'entreprise d'IMAD qui s'appelait CAP 139, et on a relancé un programme de transformation digitale qui s'est appelé CAP Digital, qu'on a lancé courant 2022, en faisant vraiment une orientation utilisateur, et on a raconté une histoire là derrière. Et en fait, dans le bilan que j'ai fait au début de ce projet-là, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on communique différemment, qu'il fallait qu'on accompagne les utilisateurs, c'était extrêmement important, et qu'on avait besoin de ressources de gestion du changement. C'était une grande nouveauté d'avoir un programme à IMAD et d'avoir des ressources qui faisaient de la gestion du changement. Néanmoins, c'était des compétences que mes collègues du PMO centralisé n'avaient pas encore onboardées. Et ce qui est aujourd'hui devenu une évidence de faire de la gestion du changement était quelque chose de relativement novateur. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est appuyé sur le cabinet Redsun pour nous aider dans cette partie de gestion du changement. Très bien. Alors, Amandine, vous êtes une spécialiste de la gestion du changement. Donc, vous arrivez à l'IMAD. Quelle dimension on travaille dans le domaine de la gestion du changement? Quels sont les enjeux? Quels sont les obstacles à surmonter? Alors, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les aspects humains des changements. Donc, ça inclut la compréhension des changements, l'implication des utilisateurs aussi dans la conception des solutions, la prise en main des outils, et puis le soutien et le support de proximité vraiment aux collaborateurs dans le cadre de ces changements. Donc mon rôle, c'est d'assurer finalement une transition réussie
fluide vers des nouvelles pratiques de travail. Voilà. Donc ça veut dire que dans cette gestion du changement, il ne s'agit pas juste que les utilisateurs sachent utiliser les outils et puis s'adaptent. Ça va plus loin. C'est quoi les axes pour que ce soit un succès? Pour que ce soit un succès, il faut déjà que les solutions répondent aux besoins. Et pour ça, c'est nécessaire d'impliquer au maximum et d'engager les collaborateurs dans la démarche. Okay. Donc c'est ce qu'on a tenté de faire avec toutes les équipes projets à la DSI. Et c'est vrai, si je peux rebondir, ça a été une vraie révolution pour nous parce que l'IT, ça fait 40 ans qu'on fait des projets, on est persuadé qu'on sait faire des projets. Oui, on sait faire des projets techniques. Une direction du système d'information ne sait pas faire des projets humains. Et c'était le grand challenge parce que la technologie, on sait la gérer. Le projet qu'on a fait était dans un périmètre qu'on maîtrisait. Par contre, accompagner 2800 collaborateurs dans la préhension de ces outils-là, c'était un vrai challenge. Faire en sorte que nos infirmières réalisent que le numérique faisait partie de leurs compétences de base et ce n'était pas simplement quelque chose en plus qu'elles devaient avoir, c'était là le vrai challenge du projet. Et ce projet s'est orienté au travers de différentes briques. Je vous ai mentionné les briques techniques, ça c'était des briques socles relativement faciles. Et puis on a par-dessus déployé 3 briques métiers principales. Une brique qu'on a appelée Docs, qui est toute une GED qui permet à nos utilisateurs de terrain d'accéder au corpus de données, au corpus documentaire. Donc ça veut dire que le projet ne concerne pas les fonctions principalement juste administrative ou le contact avec Le projet concerne les 2800 collaborateurs de l'IMAD, quelle que soit leur fonction et quels que soient les 170 métiers qu'ils peuvent exercer. Donc c'est vraiment un projet transverse. Mais Docs a permis de dématérialiser tout le support documentaire. C'était une vraie révolution parce que ça veut dire qu'un collaborateur a accès à l'information en mobilité chez nous. On a 50 antennes à IMAD, 50 bureaux, mais on presse sur 18 000 sites. C'est chez nous 18 000 clients, ce qui veut dire que nos collaborateurs doivent pouvoir sur leur smartphone ou leur tablette avoir accès à ces documents et surtout capturer ces documents quand ils sont en mobilité. Aujourd'hui, on ne prend plus un document, on le ramène au bureau, on le scanne, on le met dans un dossier. Aujourd'hui, on le prend en photo, c'est réglé. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie qui était importante pour nous, c'était le dossier administratif. On avait pendant longtemps une grande solution intégrée. On a distingué le dossier infirmier du dossier administratif. Le dossier administratif, pour moi, qui venait avant ma vie IMAD du retail, ça s'appelle un CRM. Ça gère les interactions. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un outil CRM du marché pour gérer cette partie administrative, parce qu'on n'avait pas de valeur à réinventer cette partie-là. Et ça nous a permis de bénéficier d'un socle, d'un outil déjà relativement bien développé, et notamment d'apporter des solutions de couplage téléphonique. Aujourd'hui, vous appelez une de nos antennes, la personne aura immédiatement la fiche client sous les yeux, et ce qui permet d'avoir une autre qualité d'interaction. Et le troisième composant sur lequel on travaille encore aujourd'hui, qui s'appelle Boost, avec 3 O, pour notamment oser, c'était le déploiement de M365, les solutions de Microsoft 365, qu'on a souhaité mettre en place chez nous, mais pas simplement comme une mise à jour de Windows ou une mise à jour de la suite Office. Ça, on aurait pu le faire. 3 clics, ça s'installe sur un PC. On a vraiment voulu accompagner l'utilisateur dans la digitalisation, ce qui veut dire qu'on a transformé ses usages, on l'a formé, et aujourd'hui, on a mis en place toute la suite et tous les outils collaboratifs de la suite Microsoft. Très bien. Et vous en êtes où aujourd'hui dans ces déploiements? Alors, les déploiements ont commencé mi-2023, à peu près, et on finira mi-2025. Cette partie de ce projet-là, mais c'est un projet qui ne va jamais s'arrêter, puisqu'aujourd'hui, j'allais dire on subit, mais non, on reçoit les mises à jour de Microsoft, ce qui veut dire qu'on doit former en permanence nos collaborateurs. Et alors, au niveau des collaborateurs, donc justement pour les embarquer dans ce projet, parce que leurs métiers vont aussi être affectés positivement par ces nouveaux outils, alors quelles mesures on met en place? Quels sont les axes avec lesquels on gère ce changement pour eux? Alors, il y a 3 leviers fondamentaux dans l'accompagnement au changement. La communication, la partie formation et puis l'engagement, on en a parlé, des collaborateurs. Donc sur la communication, il y a tout un travail qui a été réalisé en interne avec le service communication et aussi un groupe de travail qui a été mis en place et dédié vraiment à l'accompagnement des projets de Cap Digital. Donc ce groupe, il était composé des chefs de projet, mais aussi de 2 infirmières qui travaillent vraiment au siège et qui font le lien avec le terrain, donc les différentes antennes. Des collaborateurs du service client à la DSI qui sont issus eux-mêmes du terrain et qui forment aujourd'hui ces collaborateurs sur les applications métiers. Donc, ils ont une connaissance vraiment des métiers de l'IMAD.
Et puis, finalement, tous ensemble, on est parti des objections ou des convictions des utilisateurs vis-à-vis de la digitalisation pour arriver à des bénéfices concrets qu'on pouvait mettre en avant dans leur pratique professionnelle au quotidien. Et puis, pour le terrain spécifiquement, il a fallu aussi mettre en avant des bénéfices qui répondent qui aident finalement ces soignants à mieux prendre en charge leurs patients, parce que c'est quand même leur préoccupation fondamentale, c'est leur cœur de métier. Donc on a orienté des axes de communication par rapport à ça. D'accord. Parce que, est-ce que vous pouvez donner des exemples pour justement une personne qui qui vient visiter des personnes à domicile? Quels sont typiquement, vous avez parlé, donc l'accès aux documents, donc c'est ces aspects-là que vous avez mis en avant dans la communication? Alors oui, c'est ces aspects-là qu'on a mis en avant et on les a illustrés au travers d'exemples. Je vous donne un cas très particulier de partage d'informations qui est critique chez nous. On rentre dans beaucoup d'immeubles. Les immeubles aujourd'hui sont fermés, on a besoin du digicode pour entrer dans les immeubles, les digicodes changent régulièrement. On a illustré notamment le fait que le partage de l'information du digicode quand il change, c'est une information critique dans la délivrance des soins, parce qu'autrement on ne peut pas rentrer dans l'immeuble. Et en fait, en montrant ces aspects-là, en montrant l'instantanéité de l'accès à l'information, c'est comme ça qu'on a illustré notamment, je prends cet exemple assez basique, mais qui est assez significatif dans la délivrance de soins aujourd'hui. Au niveau des vecteurs de cette communication, vous avez utilisé quoi? C'est l'intranet, c'est des séances, c'est des... On aurait pu utiliser l'intranet, on aurait pu utiliser les newsletters, mais c'est des vecteurs qui sont peu lus. Je vais être très honnête avec vous. On a des statistiques de taux d'ouverture des emails qui sont relativement faibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos collaborateurs sont en mobilité toute la journée. Ce n'est pas des profils administratifs qui sont devant leur écran et qui lisent leurs mails. L'usage du mail est peu répandu, encore moins que c'est une newsletter. Donc on a dû être particulièrement créatif avec le support d'Amandine, ce qui nous a conduit à faire un film, mais je laisse Amandine détailler le film. Oui, 2 films, une vidéo tout d'abord. Donc il y a plusieurs temps forts au niveau de la communication. Tout d'abord, le lancement du programme. Donc là, ce qui était important, c'est que Marc, qui est toujours d'ailleurs le sponsor de Cap Digital, a communiqué sur la vision et expliquer finalement pourquoi on se digitalisait et qu'est-ce qu'était la digitalisation. C'était une première étape de mettre un visage sur l'informatique. Aussi. Les gens ont pu se rattacher à quelqu'un. Et donc c'était vous, c'était vous le visage. Voilà, on a mis en scène aussi certains exemples dont il parlait, comme le digicode. Donc on a filmé des petites scènes sur le terrain pour illustrer ça dans cette vidéo. Et puis, on a continué tout au long du programme à communiquer, notamment juste avant le déploiement. L'objectif était vraiment de présenter donc, le nouveau portail d'application Trajectoire d'une part, et puis aussi le nouvel environnement collaboratif Microsoft Office 365 avec le projet Boost. Donc on a réalisé un film de 10 minutes, tout de même, un long film. Un court-métrage. Voilà, un court-métrage qui met en scène 3 personnages. Donc 3 personnes finalement qui sont une infirmière de terrain, un collaborateur qui travaille dans une antenne IMAT dans un pôle de gestion administratif, et puis un autre collaborateur qui se trouve dans les bureaux au siège. Et puis on voit dans ce film ces personnes se poser des questions vis-à-vis du changement, du type « mais est-ce que ça va me faire gagner du temps dans mon quotidien? Est-ce que ça va mieux m'aider à prendre en charge mon patient ?» Et puis à tout ça, on a essayé de rajouter une touche d'humour, puisque on le sait que l'humour nous aide à faire passer des messages clés, importants. Donc ça a été un bon succès. Ça nous a permis aussi d'engager les collaborateurs. C'est l'idée qu'on a choisie, qu'on a privilégiée, plutôt que de faire une longue présentation sur base PowerPoint de 2 heures auprès des collaborateurs. Voilà. Et ça a réellement démystifié, parce que les gens s'étaient déjà projetés dans les solutions qui allaient arriver. Et le jour où on les a amenés, quelque part, ça semblait beaucoup plus naturel pour eux. Et la newsletter ou la présentation PowerPoint qu'ils n'auraient pas regardé, le film, ils l'ont regardé. Et ils se sont retrouvés dedans. D'accord, donc vous avez eu des feedbacks aussi positifs. Oui, beaucoup de feedback. Tout à fait. On a parlé donc là de communication, typiquement sur la vision, faire comprendre, etc. Au niveau de la formation, est-ce que c'est quelque chose qui est en cours? Comment ça se passe? Et puis, qui est-ce que vous avez fait appel à des experts externes? Comment ça se passe?
Alors, il y a déjà tout un travail au niveau de l'approche, de la stratégie de formation qui s'est mise en place grâce à la collaboration avec le campus IMAD. Donc, c'est le service formation au sein de l'IMAD. Donc, dans le cadre du projet Cap Digital, on travaille aussi avec des chargés de formation. Et on a finalement élaboré une approche en 3 étapes. Une première étape qui est finalement comprendre l'environnement de manière globale pour les collaborateurs. Donc, c'était la première étape qu'on a appelée le savoir. Ça s'est concrétisé sous forme de e-learning avec effectivement un prestataire externe. Donc, tout ça a été coordonné par notre service formation en interne. Une fois que finalement les collaborateurs avaient compris le nouvel environnement, donc d'une part les nouvelles applications métiers et d'autre part 365, mon nouvel environnement collaboratif avec OneDrive, avec Teams, on est allé sur de la formation sous forme de tutoriel pour vraiment aller dans les différentes fonctionnalités, l'utilisation de ces fonctionnalités, du type pour donc Docs, comment je vais scanner un document depuis le domicile de mon patient, puis sur 365, comment je vais partager un document sous forme de lien et plus de pièces jointes. Donc il y a eu un total sur Microsoft Office 365 de presque 200 vidéos assez courtes. Le format était court, a été donc proposé sous forme de parcours adapté aussi au profil métier, c'est-à-dire que les différents profils métiers, que ce soit les directions administratives ou les collaborateurs de terrain, ont eu des formations différentes et adaptées à leur profil métier. Donc ça, c'était aussi important pour l'adhésion, vraiment qu'ils puissent se retrouver aussi dans des fonctionnalités qu'ils allaient utiliser. Et on a fait le choix de faire ces 200 micro-modules de e-learning parce que c'était des formats courts. Les gens sur le terrain ont peu de temps quand même, donc ça leur permettait d'aller à leur rythme dans le parcours qu'on avait défini. Et surtout, ça nous sert comme un outil de reformation aujourd'hui et de helpdesk quelque part. Quand l'utilisateur ne sait pas utiliser une fonction, plutôt que de faire 10 minutes sur Teams ou un quart d'heure sur Teams, il prend la fonctionnalité qui lui manque et il peut accéder directement sous forme de tutoriel d'aide à la micro-fonctionnalité qui l'intéresse. Ok. Et puis là, ces formations, ces tutoriels, c'était développé par vos équipes? Ça a été conceptualisé par nos équipes et réalisé par des prestataires externes. Très bien. On a parlé communication, on a parlé formation. Vous avez dit un troisième élément, c'est l'engagement. Hein. Oui. Donc, on a compris qu'il y avait déjà un appétit qui était né de la communication. Alors, comment est-ce qu'on fait vraiment de l'engagement, on fait que les gens mettent en œuvre ces outils? Alors, tout d'abord, il y a eu plusieurs ateliers réalisés par les différents chefs de projet. Ils ont embarqué et impliqué certains collaborateurs pour justement travailler sur les problématiques actuelles et voir comment les solutions pouvaient résoudre des problématiques, donc que ça réponde à un vrai besoin. Donc, c'est la première étape de l'engagement. On a ensuite communiqué sur ces groupes de travail et dire, on implique aussi des gens du terrain, des collaborateurs métiers dans les projets. Donc, c'était important de communiquer sur ça. Et puis, donc, ensuite, notamment pendant le déploiement et encore aujourd'hui, on a mis en place des rencontres hebdomadaires sous forme de Teams, de webinaire Teams. Hein. Donc, on a utilisé en même temps les outils qu'on leur met à disposition. On les fait monter en compétences dessus. Puis, on a organisé donc des webinaires, de rencontres où finalement, ils ont eu l'opportunité de nous remonter tout de suite ce qui ne fonctionnait pas, ce qui fonctionnait bien aussi, et c'est important pour garder la motivation, notamment au niveau des équipes projets, support, etc. Et ça nous a permis vraiment de pouvoir tout de suite réagir sur des problèmes techniques ou un manque finalement de connaissances sur l'utilisation d'une fonctionnalité. Donc on a repris aussi des notions vues en formation, mais plus en proximité au travers de ces webinaires. Et on a pu communiquer un certain nombre de retours directs aux équipes. Dans cet engagement, il y a 2 grandes leçons qu'on a pu retenir.
La première qui était en tout début de projet, en fait, on avait prévu des modules distincts. Je vous ai parlé de Docs, d'Admin, qui sont des applications, en fait. Et on s'est rendu compte qu'il nous manquait un lion. Les utilisateurs nous disaient, c'est trop compliqué, je dois passer d'un environnement à l'autre. Et en fait, ça a été le début d'une réflexion qui nous a amené à développer ce qu'on a appelé Trajectoire, qui est un portail ou une super app, si on prend la dénomination de Gartner, qui regroupe autour d'un client l'ensemble des applications et qui permet une navigation contextualisée dans l'ensemble des applications. Et ça a été aussi un retour d'expérience qu'on a eu et une valeur ajoutée qu'on a apportée à l'utilisateur. Aujourd'hui, quand bien même c'est 5-6 applications en fonction des spécificités métiers, c'est dans un environnement encapsulé et ça leur facilite l'interaction et la navigation. Ça, c'était un des premiers éléments qu'on a appris, sur lequel on a réagi et on a développé Trajectoire aujourd'hui, qui est cette super app. Et puis l'autre enseignement qu'on a trouvé au travers de ces Caps Café, qui étaient ces webinaires comme ça, qu'on a nommé aussi, parce qu'il y a toute une partie de marketing. On n'a pas mentionné le marketing et le branding, mais on a appelé ça Cap Digital, on a appelé Boost, c'est des noms qui parlent aux utilisateurs. Vous verrez maintenant, il y a des stickers sur tous les ordinateurs. Donc voilà, on a eu cet effet marketing. On a décliné aussi, on fait des coups de boost, c'est des petits webinaires de 30 minutes tous les jeudis pour former sur différentes fonctionnalités, donc ça nous a bien aidé. Ce qui est intéressant dans ces parties-là, c'est qu'au début, c'était nos équipes qui apportions beaucoup de matière sur une thématique, et on se rend compte que petit à petit, entre eux, quand il y a une question, c'est plus nous qui avons à répondre, c'est eux qui répondent entre eux. Donc il y a tout cet aspect communauté qui s'est mis en place en disant « mais moi j'ai vu, en fait, je fais comme ça, utilise cette fonctionnalité ». Mais là, il y a des... Vous avez organisé où ça se passe via les outils Ça se passe via Teams. Okay. C'est un webinaire Teams, une session Teams, une conférence Teams, dans lequel se connecte qui le souhaite. Il n'y a pas d'obligation. On donne un thème par semaine, et puis les gens se connectent, et puis ils interagissent entre eux maintenant en disant « j'ai trouvé ça, moi je fais comme ça marche pas, essaye ça ». Et en fait, on voit cette communauté qui est en train de se former autour de ces outils. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on comprend qu'il y a toutes ces actions qui se déroulent aussi en parallèle. Il faut continuer de communiquer, il faut continuer de former, etc., parce qu'il y a des nouveautés dans les outils. Aujourd'hui, vous en êtes où dans le projet? Aujourd'hui, tout le monde déjà utilise Microsoft 365. Tous les employés de terrain ont cette super app Trajectoire. Où est-ce qu'on en est? Trajectoire est déployée, Trajectoire est utilisée depuis le mois de juin par l'ensemble des collaborateurs. On va encore faire des évolutions, on a encore des versions, mais c'est utilisé par tout le monde depuis le mois de juin. La suite Office est mise à disposition de tous les collaborateurs depuis une année, maintenant un peu plus d'une année. Puis on est en train de finaliser l'accompagnement dans la transformation. Notamment, on a fait le choix de se passer des serveurs de fichiers, on va tout migrer dans Teams. C'est une vraie acculturation de 20 à 30 ans pour certains qui ont utilisé un explorateur de fichiers. Ça, on a fait déjà 3 des 6 directions d'IMAD qui sont passées dans ce mode collaboratif. Donc, on est 100% collaboratif et on a encore à peu près 6 mois de projet pour accompagner les autres directions et le terrain dans ce projet, cette acculturation et cet usage des technologies et de ce nouveau mode de travail et de collaboration. Mais ça va nous permettre aussi de diversifier les outils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est principalement basé sur du Windows pour les PC. On va introduire des tablettes Android et ça nous permettra d'avoir la suite Office sur ces tablettes Android pour les collaborateurs aussi. Parce que donc, l'application Trajectoire, on a dit, ça c'est pour les employés de terrain, pour ceux qui sont... Pas uniquement, c'est pour tous les collaborateurs qui interagissent avec de la donnée client. Alors ça peut être les soignants sur le terrain, mais ça peut être par exemple notre service facturation et contentieux qui doit répondre aux assureurs maladie et qui consulte le dossier de soins dans ce cadre-là. Très bien. Alors, ce projet, donc on l'a compris, ça c'est déjà bien avancé, c'est à bout touchant, disons... quelles sont les leçons que vous retenez? Donc, vous avez entamé tous ces projets de gestion du changement. Qu'est-ce que vous diriez? Ah ben ça, on aurait dû faire différemment. Ou bien ça, ça, on a bien fait de le faire. On voit que ça a été essentiel. Quelles leçons vous retirez? Alors, certainement la communication. Je pense que et la gestion du changement et le partenariat qu'on a développé sur ce projet-là a été clé. Et puis quelque part, le sponsorship, je crois que c'était un des éléments qu'on a dû mettre en avant. Oui, c'est un élément clé. Et donc, c'était important d'avoir un sponsor comme marque qui a pu porter donc, la vision Cap Digital et les différents changements au sein de l'institution. D'avoir un soutien de la direction aussi, au sens large, sur tous ces projets, puisqu'il a fallu justement embarquer... plus de 2000 collaborateurs. C'est pas facile toujours d'avoir accès aux gens, hein, ils sont occupés, j'imagine. Tout à fait.
Donc, effectivement, en fait, le travail d'engagement ne se fait pas uniquement sur les collaborateurs. On a aussi beaucoup communiqué avec les différentes directions, les managers, pour qu'ils puissent bien comprendre les initiatives et puis être formés aussi. Et puis derrière, effectivement, souvent, on a besoin de ressources dans le cadre des projets. Donc, ils ont contribué aussi sur cette partie. Aujourd'hui, avec toute cette communication et toutes ces formations, est-ce que le digital est plus présent dans l'esprit des collaborateurs que l'entreprise elle-même? Non, absolument pas. Mais le digital est devenu un outil commun aujourd'hui. C'est plus une exception et c'est plus quelque chose qui fait peur aux collaborateurs. Aujourd'hui, le digital est rentré dans leur quotidien et c'est devenu une normalité, ce qui était notre objectif aussi. Alors, on a encore de l'accompagnement, il y a encore des réticences et il y en aura toujours, mais c'est devenu quelque chose de standard maintenant au sein d'IMAD. 365, Boost, c'est devenu des noms communs et il n'y a plus de peur par rapport à ces outils-là. Du côté des patients eux-mêmes ou des bénéficiaires d'IMAD, est-ce que vous avez des retours sur le fait que les personnes qui leur rendent visite ont maintenant ce genre de dispositif, etc.? On a quelques retours. C'est vrai que les gens aiment la fluidité que ça peut amener, aiment le fait de l'instantanéité de l'information, le fait qu'on ait accès à leur dossier en temps réel. Oui, on a des retours dans ce sens-là qui font que la qualité des soins est améliorée. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Rodolphe. C'est fini avec cette interview. Merci encore à nos partenaires, Finova et Alpine City.